Au Zimbabwe, au cœur du plateau du Zambèze, des archéologues africains tentent de révéler une histoire longtemps confisquée. Celle de l'un des sites les plus fascinants de l'Afrique subsaharienne. Great Zimbabwe. Ici, l'archéologie a eu du mal à se faire entendre. Perdus dans la savane, les ruines de Great Zimbabwe interrogent. À quoi correspondent ces murs de pierre, dont le plus haut forme une enceinte monumentale de 250 mètres de circonférence. Une architecture unique en Afrique subsaharienne qui a rendu perplexes les premiers Européens à s'être aventurés ici. Il faut imaginer, au XIXe siècle, les premiers explorateurs qui découvrent ces ruines gigantesques. Ce sont des colons persuadés de la suprématie des Blancs. À leurs yeux, il est impossible que ce soit des Africains qui aient construit ces bâtiments immenses. Pour ces explorateurs, ces ruines dateraient de l'Antiquité et seraient l'œuvre des Phéniciens, un peuple méditerranéen. Cette théorie sert les intérêts du pouvoir colonial dans ce qui est alors un territoire de l'Empire britannique, la Rhodésie du Sud. La propagande coloniale entretient le mythe d'une civilisation étrangère qui a régné sur ces ruines et dominé des autochtones, considérés alors comme primitifs. Designs have been worked into the Great Walls which do not coincide with any African Bantu native art. If natives did design and construct these walls, then they have lost the art. For it seems inconceivable that the majority of them should live today in crude huts such as these. Très vite, des archéologues contestent la thèse coloniale. Tous les objets qu'ils retrouvent sont d'origine africaine et d'époque médiévale. Dans les années 60, un archéologue rhodésien, Peter Garlake, est poussé à l'exil par les autorités. Sa faute ? Avoir établi définitivement que le site était l'œuvre des Shona, un peuple autochtone qui compose encore aujourd'hui plus de la moitié de la population du pays. Great Zimbabwe a été l'objet d'une polémique qui a duré près d'un siècle. Une polémique qui a opposé l'archéologie et l'histoire officielle, les faits contre les préjugés. L'histoire du site a été pendant longtemps niée, contestée, confisquée. Mais grâce à l'archéologie, petit à petit, cette histoire se dévoile. Depuis 1980, le Zimbabwe est indépendant. Des archéologues locaux tentent aujourd'hui de se réapproprier leur histoire. Shadrach Chirikure fait partie de cette jeune génération de scientifiques. Il appartient au peuple Shona et depuis 12 ans, il enquête sur le passé de son pays. Hi Shadrach. Hello Peter. Hi. Dis-moi Shadrach, maintenant que le Zimbabwe est indépendant, c'est plus facile de fouiller. Travailler ici n'est pas vraiment simple, parce que les chasseurs de trésors qui ont fouillé ici au XIXe et au XXe siècle ont causé des pertes irréparables. Ils cherchaient des objets exotiques, des objets de valeur comme de l'or, et ils jetaient tout ce qui était d'origine locale. Ça n'avait aucune valeur à leurs yeux, parce qu'ils n'imaginaient pas un instant que les locaux aient pu être à l'origine de Great Zimbabwe. Donc ici, le défi, c'est d'étudier les zones qui ont échappé aux dommages et essayer, à la manière d'un détective,
de trouver des informations qui nous aideront à comprendre ce qu'était Great Zimbabwe. Shadrach a repris les travaux des archéologues qui n'avaient pas pu se faire entendre pendant la période coloniale. Il a commencé par réexaminer toute la chronologie du site. Great Zimbabwe s'étend sur 700 hectares et comprend, au sud, une large enceinte elliptique appelée le Grand Enclos. Au centre du site se trouve une série d'autres enclos en pierre. Et au sommet d'une colline, un autre complexe de ruines, l'Acropole. C'est ici que Shadrach a débuté son enquête. Il a réétudié la datation de l'Acropole. Waouh! Ah ouais, là... Amazing, isn't it? Oui, c'est incroyable, franchement. C'est dans cette enceinte que les tout premiers habitants de Great Zimbabwe se seraient installés. Qu'est-ce que les fouilles ont révélé ici? Ici, nous avons mis au jour une longue séquence d'occupation qui confirme que les premières populations à s'être installées sur cette colline étaient des groupes de fermiers à partir de 300 jusqu'à 500 après Jésus-Christ. Mais c'est à partir de 900 qu'un autre groupe s'est installé ici et s'est développé. Ce sont eux qui ont construit ces murs. Au début du premier millénaire, on commence à voir ces murs se construire. Ces datations confirment que l'Acropole a bien été construite à l'époque de notre Moyen-Âge par les Shona. Des vestiges de huttes en terre crue, l'habitat typique des Shona, ont été mis au jour. Les archéologues ont aussi retrouvé ces objets de prestige à l'intérieur de l'enceinte, comme des fers de lance. Et cette hache de guerre en bronze, un objet associé encore récemment chez les Shona à un insigne royal. L'Acropole serait donc la résidence d'un roi. Une hypothèse confirmée par l'architecture. Il suffit de voir à quel point la pente ici est raide. Imaginez les échafaudages qu'il a fallu monter pour construire ces murs. Il est important aussi de se représenter la main-d'œuvre qu'il a fallu mobiliser. Si vous pouvez mobiliser autant de main-d'œuvre pour construire ces murs, c'est que vous avez beaucoup de pouvoir. Donc il y avait un roi ici, mais il vivait avec d'autres personnes qui faisaient partie de l'élite. Ils ont construit ces murs pour montrer leur pouvoir. Une élite résidait donc à l'ombre de ces murs, à l'abri des regards. La majorité de la population vivait en contrebas, hors des enceintes. Le fait que Great Zimbabwe ait été un royaume Shona ne fait donc plus de doute. Mais pour les archéologues, l'enquête ne fait que commencer. Sur quoi reposait le pouvoir de ces rois? Les scientifiques ont trouvé la réponse à cette question dans les champs, à proximité du site. J'y retrouve Munya Manyanga, un collègue de Shadrach. Regarde, ce sont certains des ossements que nous avons retrouvés à Great Zimbabwe. La plupart sont des ossements de bétail. En tout, plus de 200 000 ossements ont été retrouvés et analysés. Mais comment expliquer une telle quantité de bétail au même endroit? Cela montre que Great Zimbabwe n'est pas une petite communauté pastorale traditionnelle, dans laquelle le bétail est gardé au centre du village. Ici, le bétail était gardé en dehors de la ville. Et l'élevage était visiblement très important.
Les archéologues savent qu'au début du premier millénaire, les conditions climatiques étaient propices au développement d'un élevage de masse, ce qui aurait permis à une élite d'émerger. Dans les communautés africaines, particulièrement chez les Shona, le bétail est synonyme de richesse. Plus vous possédez de bétail, plus vous êtes riche. Et aussi, plus vous nouez des relations sociales. Vous pouvez acheter des femmes, vous pouvez prêter votre bétail. Cela vous confère un prestige social qui se développe en pouvoir politique. Donc le bétail est un symbole de richesse, mais aussi de pouvoir et d'autorité. C'est pourquoi on pense que c'est bien l'élite, les rois, qui possédaient le plus de têtes de bétail. En assurant les moyens de se nourrir à une large population, les rois de Great Zimbabwe auraient assis leur pouvoir et permis l'émergence d'une ville. Mais les archéologues ont découvert qu'une autre activité va participer à l'essor de la cité. Et assurer sa prospérité pendant plus de 3 siècles. Le commerce de l'or. Tout le monde à Great Zimbabwe travaillait l'or, mais aussi l'argent, le cuivre, l'étain, le bronze, le laiton. On trouve les mêmes objets partout sur le site. À l'intérieur des enclos, comme à l'extérieur, on trouve les mêmes objets. Donc cela indique que la technologie était très développée et que le roi, l'élite et les gens du peuple travaillaient l'or et que tout le monde pouvait en faire commerce. Mais quelle était l'intensité de cette production ? C'était une production à grande échelle. On a estimé que plusieurs millions de tonnes d'or avaient été produites et échangées. Bon, il s'agit d'estimations anciennes qui ont peut-être été un peu exagérées. Mais ce qui est sûr, c'est que la quantité était considérable et que Great Zimbabwe produisait énormément d'or et commerçait avec les Arabes et les Swahili. Et qu'est-ce que vous avez comme témoignage archéologique de ça ? Les liens avec l'Afrique de l'Est sont évidents grâce à cette pièce. Tu peux voir les inscriptions en arabe. Cette pièce a été frappée à Kilwa, sur la côte de l'Afrique de l'Est. Donc il est clair qu'il y avait bien des relations commerciales entre les gens de Kilwa et ceux de Great Zimbabwe. Le sultanat de Kilwa, situé dans l'actuelle Tanzanie, fut pendant 4 siècles le port le plus prospère de l'océan Indien. Avec Sofala, au Mozambique, Kilwa offre un débouché à l'or de Great Zimbabwe. La cité Shona est alors stratégiquement positionnée entre les mines d'or et la côte. Great Zimbabwe rejoint alors un réseau de commerce international. C'est tout un monde qui s'ouvre à elle. Des perles de verre venues d'Inde et d'Égypte. Une théière chinoise. Une céramique de la dynastie Ming. Tous ces objets ont été retrouvés à Great Zimbabwe. Ces objets sont magnifiques, rares, précieux, raffinés. Ils étaient en rapport avec les rois de Great Zimbabwe. Oui, beaucoup de ces objets sont associés à des enclos où les rois ont vécu. Ils sont associés à des lieux de pouvoir. Mais ces perles de verre, vous les trouvez partout, à l'intérieur comme à l'extérieur des enclos. Il semblerait que tout le monde y avait accès. Ce qui diffère, c'est le nombre, mais on les voit partout. Le commerce était donc ouvert à tous, pas seulement aux rois.
Il semblerait que le commerce de l'or ait fait la fortune de Great Zimbabwe pendant plus de 3 siècles. Shadrach peut aujourd'hui l'affirmer, car il a étudié le plus bel édifice du site, le Grand Enclos. Son mur d'enceinte est composé d'1 million de blocs de granit, posés les uns sur les autres, sans l'aide d'aucun mortier. Cette enceinte de prestige est le plus grand monument en pierre jamais construit en Afrique, au sud du Sahara. À l'intérieur, un ensemble de murs divise l'espace. Ici, c'est vraiment une partie très impressionnante du Grand Enclos. Comme tu le vois, le mur d'enceinte s'élève très haut. Il monte à près de 11 mètres. Le Grand Enclos est le bâtiment qui a été le plus saccagé par les chasseurs de trésors. De nombreuses données ont été perdues, ce qui a rendu difficile son interprétation. Mais en étudiant son mur d'enceinte, Shadrach a compris qu'il avait été édifié tardivement. Tu vois, Peter, cet ancien mur est appelé de type P. C'est juste une appellation pour signifier que le mur est peu élaboré. On ne peut pas compter le nombre de rangées de pierres. Il est fait de blocs irréguliers. Ce n'est pas aussi sophistiqué que d'autres murs, comme le mur d'enceinte par exemple. Allons le voir. Le mur d'enceinte, lui, est un peu plus récent. Il est de type Q. Les blocs sont soigneusement taillés. Ils sont très réguliers. Et on peut compter aisément le nombre de rangées sur toute la longueur. La raison qui explique que P et Q sont différents, c'est que P est plus ancien et Q plus récent. Grâce à une étude stratigraphique, Shadrach a pu dater le mur d'enceinte du XIVe siècle. Preuve qu'à cette période, le commerce est alors florissant à Great Zimbabwe. Autour de bâtiments plus anciens, Shadrach a donc compris qu'on était venu ajouter ce mur gigantesque pour donner à l'ensemble un tout nouvel aspect. Comment interpréter cette addition ? C'est l'ethnographie et l'étude du système politique des Shona qui a mis Shadrach sur la voie. Le fait que ce mur soit massif renvoie à l'importance de ce lieu. Il est associé au pouvoir. Chez les Shona, le pouvoir peut se transmettre d'un frère à l'autre. Et à cette occasion, la résidence du roi change. Contrairement à l'Europe, où les palais se transmettent d'un roi à l'autre. Donc notre idée, c'est que le pouvoir s'est d'abord installé dans l'acropole, sur la colline, et qu'à un moment, le pouvoir s'est déplacé à cet endroit. Et celui qui vivait là a construit ce mur très sophistiqué. Donc celui qui a hérité de la couronne a fait construire cette immense enceinte autour de sa maison pour manifester son pouvoir. Je suis le roi. Oui, je suis aux commandes maintenant. Regardez mon pouvoir. Le Grand Enclos était donc un deuxième palais et semble marquer l'apogée du royaume. Les édifices bâtis par la suite seront moins monumentaux.
est-ce le signe d'un déclin? La cité traverse-t-elle des temps difficiles? Shadrach a compris que Great Zimbabwe ne régnait déjà plus sans partage. Il m'emmène sur un autre site qu'il a étudié, à l'ouest du pays. Les ruines de Kami. Les archéologues ont découvert que cette autre cité Shona faisait aussi du commerce de l'or. Mais ici, le prestige s'est exprimé autrement. C'est à la fois similaire et puis différent de Great Zimbabwe. Cela a été construit avec des techniques similaires à Great Zimbabwe. Des murs de pierre sèche, pas de ciment, pas de mortier. La seule différence, comme tu peux le voir, ce sont des terrasses. Oui, comme des escaliers en fait. Pour comprendre comment les archéologues ont interprété cette différence de style, il faut monter au sommet de la colline. Où les vestiges d'une résidence d'élite ont été retrouvés. Si tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Quelle vue! Cela veut aussi dire que les gens qui sont loin d'ici peuvent te voir. Et si tu as construit une maison ici, elle peut être vue depuis très loin. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'à Great Zimbabwe, quand tu es sur la colline, est-ce que l'on peut te voir? Et c'est la même chose pour le grand enclos. Tu es à l'abri des regards. Du coup, l'idéologie de l'élite qui résidait ici était davantage d'être exposée. À Kami, les chefs vivent sous le regard de tous. L'architecture reflète une idéologie différente, qui indiquerait que Kami n'était pas le vassal de Great Zimbabwe. Était-elle alors une concurrente? Après avoir réexaminé tous les indices, nous pouvons dire maintenant que les deux cités ont coexisté sur un même territoire. Elles commerçaient avec les Swahili et les Arabes. Elles avaient plus ou moins les mêmes activités. Donc, est-ce qu'elles étaient seulement concurrentes ou même ennemies? Nous ne le saurons jamais vraiment. Mais le plus important, c'est qu'elles se soient côtoyées à la même époque. Bientôt, Great Zimbabwe va subir un bouleversement dont elle ne se relèvera pas. Au XVe siècle, une nouvelle route de l'or s'ouvre au nord, le long du fleuve Zambèze. Great Zimbabwe perd alors sa position stratégique et son influence. Le site va connaître un lent abandon avant de tomber dans l'oubli. Aujourd'hui, les archéologues au Zimbabwe se sont réappropriés leur propre histoire. Mais quel regard est-ce que vous jetez sur ce qui s'est passé? Cela me rappelle la vision que Peter Garlec avait eue il y a 30 ans. Peter Garlec, c'est cet archéologue qui a été poussé à l'exil par les autorités coloniales pour avoir dit que Great Zimbabwe était d'origine locale. Son rêve était de voir Great Zimbabwe étudié par des archéologues locaux, utilisant leurs connaissances et leur histoire locale. Ce moment est arrivé, après une longue histoire de déni. Aujourd'hui, nous pouvons venir ici, fouiller et raconter l'histoire de la façon dont nous la comprenons. Et c'est quelque chose de formidable.